Ma fiancée a exigé, ta sœur ne peut pas être sur les photos du mariage. Elle est enceinte et ça va gâcher l'esthétique. Ma sœur était enceinte de 7 mois. J'ai répondu, alors, il n'y aura pas de photos. J'ai annulé le photographe, la salle de réception, tout. J'ai 32 ans, je suis électricien depuis l'âge de 19 ans et je suis bon dans ce que je fais. Je mentionne cela car c'est important pour la suite, en particulier sur le plan financier. Je gagne environ 92 000 € par an avec les heures supplémentaires. Et j'économise de manière très stricte depuis le milieu de ma vingtaine, car mon père m'a martelé une chose dans la tête avant de décéder, personne ne viendra te sauver financièrement, alors sauve-toi toi-même. J'avais environ 40 000 € d'économie quand tout cela a commencé. Ce chiffre est important. Ma fiancée travaille comme responsable administrative dans une agence immobilière. Elle gagne environ 52 000 € par an. Nous étions ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 8 mois. Le mariage était prévu pour la mi-octobre, environ 11 semaines après la conversation qui a mis fin à tout. Ma sœur est la seule que j'ai dans ma fratrie. Quand notre père est mort il y a 6 ans, c'est elle et moi qui nous soutenions mutuellement aux funérailles, pendant que notre mère était trop sous calmant pour tenir debout. Ma sœur est l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. Elle essayait de tomber enceinte depuis plus de 2 ans avec son mari. Elle a subi 2 cycles de fécondation in vitro. Et quand elle est finalement tombée enceinte, j'ai pleuré plus fort qu'elle. Elle était enceinte de 7 mois lorsque cette histoire s'est produite. L'accouchement était prévu pour la fin du mois de novembre. Maintenant, concernant ma fiancée, je dois être juste. Elle n'a pas toujours été comme ça. Quand nous nous sommes mis ensemble, elle était détendue, amusante, facile à vivre. Mais au moment des fiançailles, quelque chose a changé. Je pense que l'organisation du mariage a activé une partie de son cerveau qui était en sommeil, comme une sorte de programme d'agent dormant déclenché par Pinterest et les vidéos TikTok sur le mariage. Cela a commencé doucement. Elle voulait une palette de couleurs cohérentes, vert sauge et vieux rose. Très bien, peu importe. Puis ce furent des polices de caractères assorties sur les faire-part. Ensuite, des robes de demoiselles d'honneur identiques qui devaient être d'une nuance très spécifique, d'un créateur précis, coûtant 280 € chacune, que ses amies devaient payer elles-mêmes. 2 d'entre elles s'en sont plaintes discrètement auprès de moi. Je n'ai rien dit car j'essayais de ne pas me mêler de ce qui concernait la mariée. Puis le plan de table est devenu un élément de design. Ensuite, les numéros de table devaient être calligraphiés à la main. Puis les serviettes devaient avoir un certain grammage de lin. Je suis électricien. Je ne savais même pas que les serviettes avaient un grammage. Apparemment, si, et le mauvais grammage aurait gâché l'harmonie visuelle. Je finançais environ 70% de ce mariage. Ses parents ont contribué à hauteur de 8 000 €, ce que sa mère me rappelait constamment, comme si elle avait fait don d'un rein. La contribution de ma fiancée était principalement axée sur la direction artistique et l'organisation, ce qui, en termes pratiques, signifiait dépenser mon argent. Selon son tableau d'inspiration Pinterest, le budget total du mariage avait grimpé à environ 34 000 €, dont je couvrais à peu près 24 000 €. Je veux être clair, j'avais accepté cela. On ne me forçait pas la main sur le budget. Je l'aimais. Je voulais qu'elle ait une journée magnifique, et je pouvais me le permettre sans me ruiner. Les dépenses n'étaient pas le problème. Le problème a commencé un dimanche soir, environ 11 semaines avant le mariage. Nous étions à la table de la cuisine à examiner le déroulé du photographe. Vous savez, ces plannings qui précisent 14h15 pour la sortie de la mairie des mariés, 14h20 pour le lancer de confettis, ce genre de choses. Le photographe avait envoyé une ébauche. Ma fiancée la parcourait sur son ordinateur portable et s'est arrêtée sur la section concernant les portraits de famille. Elle a tourné l'écran vers moi et a dit, « Alors, j'ai réfléchi à ça et je veux te parler des groupes pour les photos de famille. » J'ai dit, « D'accord. » Elle a répondu, « Je pense que pour les portraits officiels, nous devrions juste faire la famille proche, sans ta sœur. » Je n'ai pas compris tout de suite. J'ai demandé, « Qu'est-ce que tu veux dire, sans ma sœur ?» Elle a pris une grande inspiration, comme si elle s'était préparée à ça. « Mon chéri. Elle sera enceinte de 7 mois. Elle sera énorme. J'ai passé des mois à planifier l'esthétique visuelle de ce mariage, et un ventre de femme enceinte énorme sur les portraits officiels va déséquilibrer toute la composition. » Le photographe a même mentionné la symétrie.
Le photographe a dit ça, ai-je demandé. Eh bien, pas exactement, mais je lui ai montré quelques photos de référence et elle a convenu que cela pourrait être visuellement difficile de composer des photos de groupe avec. Avec quoi? Des femmes enceintes. Avec des personnes dont les proportions corporelles sont significativement différentes du reste du groupe. C'est juste une réalité esthétique. Je suis resté assis là pendant bien 10 secondes. Je me souviens avoir compté dans ma tête parce que je ne faisais pas confiance à ce qui sortirait de ma bouche si je parlais trop vite. J'ai fini par dire, ma sœur a traversé 2 ans de traitement de fertilité et 2 cycles de fécondation in vitro pour avoir ce bébé. Elle sera sur absolument toutes les photos sur lesquelles elle voudra être. Ma fiancée a fermé les yeux comme si j'étais déraisonnable. Je savais que tu réagirais de manière émotive au lieu d'y penser logiquement. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas venir au mariage. Je dis juste que pour les portraits officiels. Alors il n'y aura pas de portraits officiels, ai-je coupé. Si ma sœur ne peut pas être sur les photos, il n'y aura pas de photos. Elle a ri. Le genre de rire qui voulait dire que c'était mignon, mais que je n'étais pas sérieux. J'étais sérieux. Elle a réalisé que je l'étais environ 30 secondes plus tard, quand j'ai pris mon téléphone et commencé à chercher les conditions d'annulation. Ce qui a suivi a été environ 4 heures de la dispute la plus intense que nous ayons jamais eue. Elle a essayé toutes les approches. Elle a essayé la logique, ce ne sont que des photos, elle comprendra. Elle a essayé le compromis, elle peut être sur les photos décontractées, juste pas les officielles. Elle a essayé la culpabilité, j'ai passé 8 mois à organiser ça et tu vas tout faire sauter pour une simple disposition sur des photos. Elle a essayé les larmes. Elle a essayé le silence. Elle a essayé le classique « laissons-nous une nuit pour y réfléchir ». J'ai dormi sur le canapé. Non pas parce qu'elle me l'a demandé, mais parce que je l'ai choisi. J'avais besoin de réfléchir sans avoir quelqu'un à côté de moi essayant de renégocier dans le noir. Je n'ai pas beaucoup dormi. Mais le matin, je savais ce que j'allais faire. J'ai appelé ma sœur avant le travail. Je ne lui ai pas dit ce que ma fiancée avait dit. Pas encore. J'ai juste appelé pour entendre sa voix et lui demander comment elle se sentait et si le bébé donnait des coups de pied. Elle a dit que le bébé faisait des saltos et qu'elle venait d'acheter la tenue la plus mignonne à porter pour mon mariage. Elle avait l'air si heureuse. Je suis allé au travail, j'ai tiré des câbles pendant 8 heures, et j'ai réfléchi tout le temps. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'étais calme et j'étais certain de moi. J'ai fait asseoir ma fiancée et j'ai dit, j'annule le mariage. Je ne le reporte pas. J'annule. Première mise à jour. 8 jours plus tard. D'accord, beaucoup de gens ont dit que j'avais tout de suite opté pour la solution radicale. Je vous entends, mais voici ce que vous devez comprendre. L'histoire des photos n'était pas un incident isolé. C'était le dernier élément d'un schéma que j'ignorais depuis des mois. Les robes de demoiselle d'honneur à 280 € que personne ne pouvait s'offrir. Le drame du plan de table où elle avait déplacé ma tante à une table au fond parce que ma tante n'est pas très photogénique sous certains angles. Le fait qu'elle ait demandé à mon cousin de ne pas amener son partenaire parce qu'il ne correspondait pas à l'ambiance, sachant que son partenaire utilise un fauteuil roulant. Je n'étais pas au courant de l'histoire du cousin avant la conversation sur les photos. Mon cousin me l'a dit 2 jours plus tard. Le schéma était clair. Ce mariage n'était pas une célébration. C'était une séance photo où les vrais êtres humains étaient des accessoires, et tout accessoire qui ne correspondait pas à l'esthétique était coupé au montage. Alors, voici ce qui s'est passé. Après avoir dit que j'annulais, elle ne m'a pas cru au début. Elle pensait que c'était une tactique de négociation. Elle a dit, d'accord, elle peut être sur les photos. Passons à autre chose. J'ai répondu que ce n'était plus à propos des photos. Il s'agissait de la personne qu'elle m'avait révélée être. Puis les appels ont commencé. Sa mère m'a appelé dans les 2 heures. Ma fiancée était allée dans la chambre et l'avait apparemment appelé immédiatement. Sa mère a commencé par « Je ne sais pas ce que ma fille vous a dit pour vous contrarier, mais vous devez comprendre que le stress du mariage fait dire aux gens des choses qu'ils ne pensent pas. » Je lui ai répété exactement ce que sa fille avait dit, mot pour mot, sur ma sœur, sur l'esthétique, sur le ventre de femme enceinte qui gâchait la composition. Il y a eu un lourd silence. Puis sa mère a dit, eh bien, elle n'a pas tort concernant les photos. Vous pourriez toujours faire des groupes séparés. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'origine de ce complexe de supériorité.
Je lui ai dit que le mariage était annulé et que je m'occuperais des démarches d'annulation. Elle a hurlé que je jetais une relation de 3 ans pour un caprice. J'ai répondu que le caprice, c'était de demander à une future mère, ayant survécu à un long parcours médical, de se cacher derrière une composition florale pour que le tableau Pinterest soit parfait. Elle m'a raccroché au nez. Au cours des 48 heures suivantes, j'ai passé les appels. La salle de réception avait des conditions strictes. J'ai perdu mon acompte de 5 000 €. Envolé. La photographe a été plutôt correcte. Elle avait une clause de 60 jours, mais a dit qu'elle rembourserait 50% par courtoisie puisque j'avais été franc avec elle. J'ai perdu environ 1 200 € sur ce poste. Le traiteur a gardé 2 800 €. Le fleuriste a gardé 1 500 €. Le DJ a tout remboursé car nous n'avions pas encore signé le contrat final. L'argent total que j'ai jeté par les fenêtres s'élève à environ 10 500 €. Ça a fait mal. Je ne vais pas prétendre le contraire. 10 500 €, c'est beaucoup d'heures supplémentaires. Mais je vais vous dire ce qui a fait plus mal, l'idée de me tenir devant le maire pour m'engager à vie avec quelqu'un qui regardait ma sœur enceinte et y voyait un problème esthétique. La réaction de ma fiancée, quand elle a réalisé que je passais vraiment les appels et que je ne bluffais pas, a été radicale. Elle est devenue silencieuse. Vraiment silencieuse. Pendant une journée entière, elle a à peine parlé. Je pense que c'était la première fois qu'elle réalisait qu'elle ne pourrait pas se sortir de cette situation par la parole. Puis elle a changé de tactique. Elle a fait appel à son père. Son père est un homme tranquille. Je l'ai toujours apprécié. Il m'a appelé et m'a demandé si nous pouvions parler d'homme à homme. J'ai accepté. Il est venu. Nous nous sommes assis sur la terrasse et il a été, honnêtement, assez raisonnable. Il a dit qu'il n'était pas d'accord avec ce que sa fille avait dit sur ma sœur. Il a dit qu'il comprenait pourquoi j'étais en colère, mais il m'a demandé d'envisager une thérapie de couple avant de prendre une décision définitive. Je lui ai dit que je le respectais profondément, et c'était sincère, mais que ma décision était sans appel. Il a hoché la tête et a dit « Je comprends ». Et ce fut tout. Son père a été le seul de sa famille à me traiter comme un adulte responsable tout au long de cette affaire. Je tiens à ce que ce soit dit. Ma fiancée, cependant, n'avait pas fini. 5 jours après l'annulation, elle a commencé à contacter ma famille. Elle a appelé ma mère. Elle a appelé ma tante. Elle a appelé mon cousin. Oui. Le même cousin dont elle avait essayé de désinviter le partenaire. Elle disait à tout le monde que je sabotais le mariage pour un désaccord mineur, que j'avais des doutes de dernière minute et que j'utilisais ces mots comme excuse. Mon cousin a immédiatement mis fin à cela. Il lui a répondu « Tu as essayé d'exclure mon partenaire parce qu'il est en fauteuil roulant, donc je ne suis probablement pas le meilleur témoin de ta moralité. » Apparemment, elle est restée muette pendant cet appel, mais la discussion avec ma mère a été plus efficace. Ma mère est une pacificatrice. Elle m'a appelé et m'a dit « Mon chéri, es-tu sûr de ne pas surréagir ? L'organisation d'un mariage rend les gens fous. » J'aime ma mère, mais je lui ai dit de demander à ma sœur ce qu'elle ressentirait en sachant que la mariée ne voulait pas d'elle sur les photos à cause de sa grossesse. Ma mère est devenue silencieuse et a demandé « Elle a vraiment dit ça ?» J'ai répondu oui. Ma mère a dit « Oh », sur ce ton spécifique qui signifie que quelqu'un venait d'être reclassé de façon permanente dans sa liste noire mentale. Puis est venue la conversation sur l'argent. Sa mère m'a envoyé un tableau détaillé de ce que leur famille avait dépensé. La contribution de 8 000 €, plus la robe à 2 100 €, les chaussures, les accessoires, etc. Le total s'élevait à environ 11 500 €. Sa mère voulait que je rembourse tout. Pour être honnête, j'y ai pensé. J'ai consulté un ami qui est juriste. Il m'a expliqué que dans la plupart des cas en droit français, les participations financières pour un mariage sont considérées comme des dons manuels et ne sont pas légalement récupérables. La robe et les articles personnels étaient son problème. Les 8 000 € étaient plus délicats car il n'y avait pas d'accord écrit sur leur destination, mais dans les faits, ils avaient été versés directement à la salle de réception pour régler une partie de la facture. Cet argent était parti chez le prestataire, pas sur mon compte. J'ai envoyé à sa mère un email très clair et très poli expliquant que les 8 000 € avaient servi à payer le domaine, que les propriétaires les avaient gardés conformément aux conditions d'annulation. Et que j'avais perdu plus de 10 000 € de mon propre argent dans cette même procédure.
J'ai ajouté que j'étais désolé pour leur perte financière, mais que je n'étais pas en mesure de rembourser des frais que je n'avais jamais perçus. Sa mère a transféré cet email à toute sa famille élargie avec pour objet, voilà qui il est vraiment. Formidable. Très mature. Mais voici le détail crucial. Pendant que tout ce drame familial se déroulait, quelque chose se passait que je ne savais pas encore. Et quand je l'ai découvert, cela a effacé la dernière molécule de doute que je pouvais encore avoir sur ma décision. Deuxième et dernière mise à jour. 13 jours plus tard. Cette histoire a pris assez de place dans ma tête et j'ai besoin de clore le chapitre. Certains d'entre vous ont été incroyablement solidaires et je l'apprécie plus que je ne pourrais jamais l'exprimer à travers un écran. Voici donc la chose que je ne savais pas. Après que mon ex-fiancé a déménagé, environ une semaine après l'annulation, pour retourner chez ses parents, j'ai entrepris de nettoyer la deuxième chambre qu'elle utilisait comme bureau pour l'organisation du mariage. Il y avait des classeurs, des échantillons de tissus, un immense tableau d'inspiration épinglé au mur. Alors que je démontais tout, un dossier est tombé et un tas de feuilles imprimées se sont éparpillées sur le sol. C'étaient des échanges de courriels entre elle et la photographe. J'ai reconnu l'adresse email de la photographe grâce à notre contrat. Je sais que je n'aurais probablement pas dû les lire, mais ils étaient imprimés et traînaient sur le sol de mon propre appartement, alors je les ai lus. Le premier message datait d'environ 3 mois avant notre fameuse dispute. Elle avait écrit à la photographe pour lui demander des stratégies afin de minimiser certaines morphologies dans les compositions de groupe. La photographe, tout à son honneur, a répondu de façon très professionnelle qu'elle travaillait avec tous les types de corps et que son style de retouche était naturel, sans manipulation lourde. Elle a proposé d'excellentes suggestions de poses flatteuses pour tout le monde. Mon ex a répondu. Je suis particulièrement préoccupé par un membre de la famille qui sera à un stade avancé de sa grossesse. Y a-t-il un moyen de positionner le groupe pour qu'elle soit moins visible? Peut-être derrière quelqu'un ou à l'extrême bord. J'ai besoin que les photos correspondent à mon tableau d'inspiration. La photographe a répondu qu'elle pouvait suggérer un placement spécifique, mais qu'elle ne cacherait ou ne minimiserait délibérément aucun invité, ajoutant que les femmes enceintes sont souvent absolument magnifiques sur les portraits officiels. Puis il y a eu un autre email. Celui-ci a été envoyé environ un mois avant qu'elle ne m'en parle directement. Il disait, « J'ai décidé de parler à mon fiancé de l'exclure complètement des photos officielles. S'il est d'accord, je mettrai à jour le déroulé. Sinon, je devrais peut-être reconsidérer ma réservation chez vous. Car je ne peux pas avoir de photos qui ne correspondent pas à l'esthétique pour laquelle je paie. » Elle ne payait pas la photographe. C'était moi, mais ce n'est presque pas le sujet. Le sujet, c'est que ce n'était pas un commentaire spontané né du stress de l'organisation. Elle planifiait cette conversation depuis 3 mois. Elle a d'abord essayé de rallier la professionnelle à sa cause. Quand celle-ci a refusé de jouer le jeu, elle est venue me voir. La préoccupation esthétique qu'elle a présentée comme une pensée passagère était en fait une campagne froide et calculée pour exclure ma sœur du souvenir visuel de notre mariage. J'ai pris ces emails en photo avec mon téléphone. Puis je les ai glissés dans une enveloppe en papier craft et j'ai rangé l'enveloppe dans mon classeur personnel. Je ne les ai montrés à personne et je ne prévois pas de le faire à moins d'y être obligé. Mais savoir qu'ils existent m'a apporté quelque chose que je n'avais pas entièrement avant, une paix totale avec ma décision. Maintenant, voici l'acte final de cette saga. Et c'est celui qui m'a décidé à écrire ce dernier message. Environ une semaine après son départ, elle m'a envoyé un long message texte. Pas depuis son numéro, car je l'avais bloqué, mais depuis un numéro inconnu. C'était clairement elle. L'essentiel du message disait qu'elle avait réfléchi et réalisé que son propos sur les photos était mal formulé, mais que j'avais détruit nos devis pour une seule conversation. Elle a ajouté qu'elle avait dû annoncer à ses collègues que le mariage était annulé et que c'était humiliant. Elle a rappelé que sa robe n'était pas remboursable et que ses demoiselles d'honneur avaient déjà dépensé 280 € chacune. Puis elle a écrit la phrase qui m'a vraiment fait réagir, « Ta sœur ne sait même pas ce que j'ai dit. Tu aurais pu simplement la mettre sur les photos et ne jamais le lui dire, et rien de tout cela ne serait arrivé. Tu as choisi la destruction plutôt que le compromis. » Elle avait raison sur un point. Ma sœur ne savait pas encore ce qui s'était dit. Mais après avoir lu ce message, j'ai décidé qu'il était temps de tout lui révéler. Je suis allé chez ma sœur. Elle était enceinte de 8 mois à ce moment-là, la fin approchait. Je me suis assis à sa table de cuisine et je lui ai tout raconté. Ce qui avait été dit, ce que j'avais trouvé dans les emails.
tout. Ma sœur n'a pas pleuré au début. Elle est restée très immobile et très silencieuse pendant environ 1 minute. Puis elle a demandé, « Tu as annulé tout ton mariage à cause de moi ?» J'ai répondu, « J'ai annulé tout mon mariage parce que cette fille m'a montré qui elle était vraiment. Tu n'étais que le miroir. » C'est là qu'elle a pleuré. Et oui, j'ai pleuré aussi. Nous avons pleuré à chaudes larmes à une table de cuisine un jeudi après-midi. Son mari est entré, nous a vus tous les deux en sanglots, et a immédiatement fait demi-tour pour retourner au garage. Un homme très intelligent. Après m'être confié à ma sœur, je l'ai dit à ma mère. J'ai montré les emails à ma mère. Ma mère, l'éternelle pacificatrice, la femme qui ne veut jamais faire de vagues, les a lus et a lâché, j'espère que tu ne parleras plus jamais à cette fille. Venant de ma mère, c'est l'équivalent d'une déclaration de guerre. La nouvelle s'est répandue, comme c'est toujours le cas dans les familles. Mon cousin a fini par être au courant pour les emails. Entre l'histoire de son partenaire en fauteuil roulant et la mienne, le portrait complet de qui était réellement mon ex-fiancé est devenu d'une clarté limpide pour tous ceux qui comptaient pour moi. Sa famille, de son côté, ne voit évidemment pas les choses sous cet angle. Sa mère raconte encore aux gens que je suis un monstre qui a humilié sa fille. Sa propre sœur, que j'ai à peine mentionnée car elle n'était pas impliquée, a publié un texte vague sur les réseaux sociaux parlant des hommes qui instrumentalisent les émotions des femmes, ce qui, m'a-t-on dit, me visait directement. Je m'en moque. Ils peuvent bien garder leur version de l'histoire. J'ai mes preuves, j'ai ma sœur, et j'ai retrouvé la tranquillité d'esprit. Le bilan financier final, j'ai perdu environ 10 500 € en acompte non remboursable. J'ai dépensé peut-être 200 € pour une consultation juridique, juste pour m'assurer que je ne devais légalement rien à sa famille. Mes économies ont pris un coup, mais je suis toujours debout. J'ai pris des heures supplémentaires pendant quelques semaines pour commencer à combler le trou. Tout sera rentré dans l'ordre d'ici la fin de l'année. Leur perte financière était réelle aussi. Et je ne vais pas prétendre que cela ne me fait rien. La robe coûtait 2100 € et elle ne la portera jamais. Les robes que ses amis ont achetées ont coûté 280 € chacune. Cela fait plus de 1100 € que ses amis ont perdu. La contribution de sa famille de 8000 € pour le domaine s'est volatilisée. C'est de l'argent réel, appartenant à de vraies personnes. Et certains d'entre eux, comme son père, ne méritaient pas d'en payer le prix. Cette partie me pèse, je ne vais pas mentir à ce sujet. Mais je reviens sans cesse à ces emails. 3 mois à planifier comment exclure ma propre sœur. 3 mois à essayer de convaincre une professionnelle de l'aider à cacher une femme enceinte sur des portraits de famille. 3 mois de stratégie avant qu'elle ne s'assoie en face de moi pour présenter cela comme une pensée passagère. Ce n'est pas le stress de l'organisation. C'est sa vraie nature. Ma sœur a eu son bébé il y a 3 semaines. Une fille. 3 kg 300, parfaite et bruyante, et elle a déjà une vraie poigne d'électricien. J'étais à la maternité pendant 13 heures à attendre, et j'ai tenu ce bébé dans la première heure de sa vie. Et j'ai pensé à la façon dont quelqu'un avait voulu effacer l'existence de cet enfant d'un portrait de famille avant même sa naissance. Je dors beaucoup mieux maintenant. L'appartement me semble trop grand pour moi tout seul. Alors, je pense à déménager dans un logement plus petit à la fin de mon bail. Je ne sors avec personne. Je ne fais pas de grand travail d'introspection spectaculaire. Je vais juste au travail, je rentre chez moi, je rends visite à ma sœur, je tiens ma nièce dans mes bras et je suis un oncle. Ce qui est un bien meilleur titre que celui de marié ne l'a jamais été. Commentaire, je voulais prendre un moment avec vous pour partager quelques réflexions sur ce témoignage touchant. Poser des limites saines demande parfois un courage immense et des sacrifices douloureux. Nous voyons ici à quel point il est vital de rester fidèle à ses propres valeurs fondamentales, même face à une forte pression sociale. La véritable beauté d'une relation humaine ne réside pas dans une esthétique parfaite, mais dans l'acceptation sincère et inconditionnelle de l'autre. Choisir de protéger les personnes vulnérables de notre entourage est l'une des plus belles preuves d'amour que nous puissions offrir. L'argent perdu se remplace toujours avec le temps et le travail, alors que la tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Je vous invite à observer attentivement les actions des gens autour de vous, car elles révèlent souvent leur véritable nature bien plus que leurs paroles. Il est toujours préférable de marcher seul vers un avenir serein plutôt que de s'enchaîner à une situation qui détruit notre intégrité. Prenez soin de vos proches et n'hésitez jamais à faire de la bienveillance la base de toutes vos décisions. Si vous avez aimé,
N'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.